Salut David, Bonjour. merci d'avoir accepté mon invitation. David, tu es député La France Insoumise NUPES, député du Nord. Tu as été élu en juin dernier. Si je t'ai invité aujourd'hui, c'est pour parler de trois sujets qui ont été vraiment au cœur de la fête de l'humanité de ce week-end. C'est à la fois la question de l'assistanat, comment on répond à cette question, donc surtout après les propos de Fabien Roussel, le patron du Parti communiste français. On va aussi parler de la question de la division en fait des classes populaires. Enfin, est-ce qu'elles sont d'ailleurs véritablement divisées? Ça, c'est plutôt suite au livre Je vous écris du Front de la Somme de François Ruffin, qui dit en gros qu'il y a deux sortes de catégories populaires, celle des métropoles et puis, enfin, des aires métropolitaines, on va dire, et puis celle des campagnes. Il les oppose pas, mais il dit bon bah on a réussi à récupérer celle des campagnes, celle des métropoles, on va aller récupérer celle des campagnes. Et puis la troisième question que je voulais te poser, c'est la question de la NUPES. En fait, c'est qui parle au nom de la NUPES? C'est quoi la NUPES? Comment ça marche? Donc première question sur la question de l'assistanat. C'est une question en fait qui est portée aujourd'hui par le Rassemblement national, dénoncer les assistés. C'est à mon avis, ça je pense que c'est assez partagé de voir que genre c'est sur ça que le Rassemblement de l'extrême droite fait son beurre. Qu'est-ce que toi tu as à répondre lorsque, je sais pas, par exemple dans ta circo, dans ta campagne ou à d'autres moments d'ailleurs, ben t'as des gens qui te disent genre ben moi j'en ai marre des assistés qui sont au RSA, qui foutent rien, alors que moi ben je me casse le cul et je gagne que 1200 balles, voire moins à la fin du mois. Et voilà, qu'est-ce que tu as à répondre à ces gens-là? Parce que Fabien Roussel lui fait une réponse en disant, enfin, je veux dire, il prend, on va dire, le taureau par les cornes, et lui, il dit, bah moi, ma réponse, c'est de dire, je veux, genre, la fierté du travail, remettre au centre la valeur travail, et genre, je suis pas à la gauche des allocs. Toi, qu'est-ce que tu réponds? Alors moi, je réponds plusieurs choses. Déjà, moi, c'est vrai que je l'ai eu dans les porte-à-porte parce que tu as dit, moi, je suis député du Nord, donc de Roubaix, et aussi de Wattrelos. Et c'est vrai que Wattrelos, on en parle moins souvent, alors que c'est quasiment 50% du corps électoral parce que les gens votent un peu plus qu'à Roubaix, même si la ville est moins grande. Et le RN a fait 33% là-bas au premier tour des présidentielles. Donc on est tous concernés par ça. Et moi, je l'ai eu en porte-à-porte. Quand j'ai des gens qui me disent, mais déjà, je leur demande, vous êtes sûr que vous ne touchez pas d'aide, hein? Oh. Parce que le problème, c'est que la plupart des travailleurs pauvres, en fait, ils touchent aussi des allocations. Ou alors, ils vont en toucher. Parce que moi, je peux te dire que le nombre de gens que j'ai croisés sur les marchés, y compris des personnes âgées, qui sont au minimum retraite, donc en fait, qui est une allocation, et ben, en fait, ils sont concernés par ça. Et quelque part, en fait, il y a une forme de honte de percevoir des allocations. Alors forcément, on rejette. Moi, je leur dis que deux choses, hein. Je leur dis en général, mais ce qui vous choque, c'est d'être vous au SMIC, ou que l'autre, pendant 2 ans de chômage, max, hein, parce que après c'est finito, il touche 1002, 1003 pendant 2 ans. Moi, ce qui me choque, c'est votre situation, et venez, on parle de vous. Et en fait, à chaque fois j'arrivais, je dis, mais venez, on parle de vous, 2 secondes. On verra l'assiette du voisin après, mais venez, on parle de vous, de votre situation. Est-ce que vous trouvez ça normal d'être à 1300 euros? Et en général, les gens, ils commencent à se dire, ah ouais, quand même, bon, c'est vrai qu'en fait, c'est abusé ce qui m'arrive. Et après, l'étape de la démonstration, c'est de dire, mais regardez en haut comment ils se marrent. En fait, ils mettent des minima sociaux tellement ridicules que les gens, ouais, ils arrivent, ils parviennent un peu à toucher un SMIC, qui est par ailleurs un droit. Parce qu'en fait, ils ont cotisé aussi pendant leur vie. Parce qu'on peut être travailleur pauvre un jour, au chômage le lendemain. Enfin, moi, je veux dire, là, en ce moment, on est sur une lutte sociale, tu vois. Camailleux, il y a 2600 emplois qui sont menacés, le siège social, il a Roubaix. En fait, on n'est pas loin. Et les gens, ils le savent, et il y a cette forme de honte de ne pas vouloir percevoir les allocs, alors qu'en fait, les allocations, ils en touchent, et que c'est une conquête sociale. Et la deuxième chose que je dis, et ça, c'est un débat qui est un peu plus profond, je leur dis, mais ce que vous faites, vous, comme travail, qui est souvent un travail difficile, etc., et je respecte énormément ça, hein. Les gens qui bossent dans des conditions dures, mais est-ce que vous voulez que votre enfant il fasse ça? Et qu'est-ce que vous allez dire à votre enfant qui voit que vous revenez tous les jours avec le corps bousillé, l'esprit intoxiqué par le boulot? Est-ce que vous allez arriver à lui vendre en fait le fait de travailler dans des secteurs hyper difficiles pour 1300 euros net par mois? Et là, à ce moment-là, ils se disent, bah ouais, en fait, je veux pas trop ça pour mes enfants. Donc en fait, il y a cette espèce de, de, de honte intégrée parce que en fait, le système et les responsables politiques pendant des dizaines et des dizaines d'années, ils nous ont criminalisé le chômage, ils nous ont criminalisé le fait d'être sans activité, etc. Donc de pas vouloir être dans ce panier-là, alors qu'en fait, en général, les gens, ils ont déjà un peu un pied dedans. Parce qu'ils ont des aides en fait.
Ils ont des APL, ils ont des... Donc déjà, c'est absurde. Et puis derrière, en fait, de se dire, mais le monde qu'on nous a construit, c'est pas de la faute des chemins ou autre, mais juste, tes gamins, ils en veulent pas. Dans ce que tu dis, on a l'impression que ben, les gens à qui tu t'adresses et dont tu dis qu'ils reviennent avec le corps bousillé ou l'esprit intoxiqué, qu'ils ne peuvent pas être fiers de leur travail. Et parce que c'est aussi ça en Mm. fait que dit Fabien Roussel. Fabien Roussel, en gros, ce qu'il dit, c'est une partie de la gauche a abandonné la valeur travail, la centralité en fait du travail dans les luttes et dans la façon de penser la société. Mais Est-ce que c'est le cas? déjà, la valeur travail, il faut se rendre compte à quel point il s'est fait avoir, Fabien. Parce que la valeur travail, c'est un concept de Sarko. C'est Sarkozy, la valeur travail. Enfin, je veux dire, quand il faisait sa campagne, c'était que sur ça. Il essayait de gratter un électorat ouvrier. De toute façon, Moi, je on va pense dire que... que c'est aussi un concept marxiste, hein. Ouais, mais si tu veux, en fait... Enfin, aujourd'hui, ça en est plus un. Dans la bataille culturelle, sur ça, on s'est fait avaler tout cru. Enfin, les marxistes se sont fait avaler. Alors après, on peut se poser la question de leur réhabiliter, je veux bien. Les gens, ils sont fiers en général de ce qu'ils font. C'est difficile de se vivre comme étant une victime permanente, ça je suis d'accord, et moi je suis pas pour la misérabilisation à outrance, je suis d'accord quand on dit bah faut un peu héroïser un peu les figures, etc. Le problème de cette manière d'avancer dans le débat, c'est de faire croire aux gens, et c'est la grande réussite des capitalistes, qu'il n'y a que le travail salarié dans la vie, qu'en fait travail égale travail salarié. Et moi c'est sur ça que je suis pas d'accord, c'est qu'il n'y a pas que le travail salarié dans la vie. S'occuper de ses gamins, c'est un travail. Et combien ont le temps de bien le faire? C'est-à-dire de s'occuper correctement de ses gamins, de leur donner l'amour et l'attention dont ils ont besoin pour se développer harmonieusement, de s'occuper de ses grands-parents, de ses parents, s'occuper de ses relations sociales, de s'engager dans la société aussi, c'est un travail. Combien de gens sont dans des assos, ils galèrent, ils font des trucs bénévoles, alors qu'en vrai, c'est ça qui fait tenir parfois certains quartiers ou certains bourgs, hein, c'est les engagements bénévoles des gens. Tu vas au resto du cœur ou autre, tout ça aussi c'est du travail. Et en fait le problème c'est que remettre tout le débat sur la question du travail en disant le travail égale le travail salarié, c'est déjà problématique. Et derrière, moi je suis pour que les gens ils soient fiers de ce qu'ils font, mais il y a aussi des boulots qui sont durs et qui sont pas valorisants. Enfin, il faut aussi se le dire. Oui, mais là, j'imagine que la réponse de Fabien Roussel en tant que communiste, c'est juste de dire, ben, il faut les revaloriser, il faut qu'ils aient un salaire plus important, il faut qu'ils aient des conditions de Ouais. travail adaptées à la pénibilité de leur travail. Enfin, Oui, mais ça, je suis d'accord, mais sauf qu'il y a un moment, par exemple, quand tu es serveur, parce que moi, je me souviens, j'ai provoqué un débat il y a quelques mois pendant la campagne, parce que je disais aux gens, mais qui se lève en fait pour faire serveur? Il y a un moment, il faut arrêter de se mentir aussi. Il y a des boulots qu'on a tendance à héroïser. Enfin, au fil des siècles, la société s'est aussi passée de certains travails en se disant, celui-là, il est trop dur. bon. Sur les ateliers de production, il y a eu des machines qui sont venues pour justement se dire, écoute, on va pas tout porter sur notre dos et se bousiller le dos à chaque fois. Il y a aussi des boulots qui doivent disparaître. Et la question, c'est quand les machines arrivent, est-ce que nous, on en profite ou est-ce que c'est le grand patron juste qui se met tous les bénéfices de la machinisation de la société dans les poches et nous, on travaille toujours autant sur d'autres lignes de production, etc. Tu vois, par exemple, les caissiers et les caissières, peut-être qu'un jour, il faudra penser à machiniser la chose. Mais c'est juste que dans le processus, on n'abandonne pas les caissiers et les caissières actuellement et leurs conditions de retraite, etc. Et que c'est pas si grave de pas être au travail aussi, des fois. Dans Parce les, que, je dis ça parce que, si tu veux, le fait de vouloir opposer les allocations et le travail, l'erreur fondamentale, elle est là. Parce qu'en fait, les allocations, c'est une conquête au service des travailleurs. Les allocations, aujourd'hui, tu regardes d'ailleurs un peu ce qui se passe dans la société, les gens qui démissionnent, etc. Par exemple, quand j'ai parlé de la restauration, les allocations, au bout d'un moment, c'est ce qui permet à des jeunes de dire je veux pas de ton travail parce que les conditions dans lesquelles tu me les donnes, elles sont pas supportables. Et que personne veut se lever pour ça. Personne veut se lever pour un demi-SMIC, avec 2 heures de trajet aller, 2 heures de trajet retour, une coupure au milieu de la journée. Non, en fait, j'en veux pas. Les allocations, c'est aussi ce qui permet aux potentiels travailleurs, dans le rapport de force avec le patron, de dire je ne veux pas des conditions que tu m'imposes. C'est aussi ça les allocations. C'est pas juste rester à glander chez soi. C'est un élément du rapport de force entre le salarié et le patron. Il faut pas perdre ça de vue parce que si on le perd de vue, on va se retrouver dans une situation où les gens ils vont accepter et d'ailleurs ils acceptent en vrai. Hein. Je veux dire, tu regardes, là j'avais les chiffres, c'est le seul truc que j'ai pris. Une étude de Pôle emploi, 11 février 2022, 85% des offres d'emploi sont pourvues. C'est qu'en fait, ça y est, c'est passé dans le pays, que c'est un crime de ne pas être au boulot. Sauf que moi je ne suis pas d'accord en fait. Moi j'estime que c'est bien des fois que les salariés puissent dire, ou les potentiels salariés disent non, je veux pas de ton taf en fait. parce que ça induit un rapport de force. Oui, c'est un élément du rapport de force, pas que.
Et peut-être que tu en trouveras deux, trois qui font rien pour le plaisir d'un faire, mais en vrai, c'est pas vrai. C'est tellement socialement dévalorisé d'être au chômage que tu peux pas dire que les gens font la course aux allocs. Ouais. C'est pas vrai. Mais par contre, dans le rapport de force, nous, en tant qu'organisation de gauche, faut le dire. Faut le dire que les allocations, c'est ce qui te permet de refuser. Et c'est pas mal de refuser. Faut qu'on arrive à l'intégrer. C'est pas mal de refuser un boulot. C'est justement ce que sont en train d'essayer de faire les libéraux. Avec la réforme de l'assurance chômage, etc., le flicage des travailleurs, les flicages des gens qui sont au chômage. C'est leur dire qu'il faut absolument que tu acceptes, tu n'as pas le choix. Bah, justement, grâce aux allocations, si pendant un an, tu peux dire bah, je refuse certaines offres d'emploi parce qu'elles sont pas dignes. Et ça, c'est important de continuer à défendre ça. En fait, ce dont aussi un peu est le témoin, enfin la sortie de Roussel, ce dont est un peu le témoin, c'est de la division finalement des classes populaires. C'est-à-dire que, en gros, quand il dit il y a la gauche des allocs et puis il y a la gauche du travail, il divise les catégories populaires. Est-ce que ça, c'est pas aussi un peu un état de fait? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles sont divisées. C'est-à-dire que, je reprends mon exemple du départ, mais celui qui gagne 1200 euros, c'est-à-dire qui n'est pas dans les catégories les plus aisées des Français et des Françaises, mais celui qui gagne 1200 euros, il regarde celui qui gagne 800 euros en disant « Ouh là là, toi, t'es un privilégié parce que t'es au SMIC et t'es au RSA » et vice-versa. C'est-à-dire que celui qui est au RSA, il regarde celui qui gagne 1200 euros en disant que toi, t'es un tout petit peu au-dessus, mais t'es un privilégié. Et ça, comment est-ce qu'on résout ce problème-là, qui est à mon avis un problème central, hein, la non-unité, la division des classes populaires? Ouais, bah, mais moi je me souviens, tu sais, dans ma génération, il y en a un qui avait fait un truc qui avait bien marché, c'était Besancenot. Je crois que c'était chez Ruquier ou je sais pas quoi. Il disait, mais en fait là où il se marre, quoi. Vraiment, le patronat ou les classes dirigeantes, ils se marrent quand ils voient ce spectacle-là. Faut arriver à comprendre qu'en fait, il peut y avoir une solidarité. Déjà, il n'y a pas d'un côté ceux qui touchent les allocations au chômage et de l'autre les travailleurs, comme je l'ai dit. Il y a des passerelles. Dans ta vie, tu passes souvent, tu passes, bah, parfois tu as une période de chômage et puis tu reviens. Et puis, alors, je te parle pas des trucs d'intérim, etc., qui sont encore plus complexes, mais en fait, t'es pas toute ta vie un travailleur ou un chômeur, c'est pas vrai. Mais surtout, ils se marrent. Parce que, comme je l'ai dit, avoir la capacité de refuser un boulot, ça fait pas de celui qui accepte le boulot, comment dire, un salaud, un traître, etc. Moi, je comprends que quelqu'un se retrouve forcé d'accepter ce boulot, mais il y a un moment, il faut aussi qu'on mette une brèche dans cette manière de faire, de dire justement aux gens, je n'en veux pas. Et d'ailleurs, quand tu regardes bien comment ça s'est passé, par exemple, pour le secteur de la restauration, l'été dernier, ils ne trouvaient plus de gens. Il n'y avait plus personne. Donc en fait, le problème, il était réglé. Tu augmentes les salaires où il n'y a plus personne. Et ça ne fait pas de ceux qui acceptent d'être en puissance. Et ça ne fait pas de ceux qui refusent des glandeurs en puissance. Mais par contre, si on prenait conscience que le fait de refuser ça renforçait aussi les conditions de travail de ceux qui bossent, et ben là, on pourrait créer les conditions d'une unité. C'est qu'en fait, voilà, il faut revenir sur ce discours-là qui dit, mais les allocations, c'est pas juste pour un filet de sécurité pour te protéger quand tu vas mal. C'est aussi une défense de tes droits, toi qui bosses en ce moment, à l'heure actuelle. Parce que, en fait, justement, si la filière, si les gens ils refusent grâce aux allocations parce que ça leur permet de donner un petit filet de sécurité pendant 1 ou 2 ans, bah ça te permet toi aussi, dans le rapport de force, que le patron il aille pas recruter quelqu'un à un niveau de salaire plus bas que le tien. Parce que la logique générale, c'est de toujours recruter à plus bas salaire. Et c'est de refuser ça. C'est de refuser ce truc. De dire, la société te permet de dire non. Et c'est vrai que c'est devenu criminel aujourd'hui de dire non à une offre d'emploi. Hein. Je veux dire, on est en train de criminaliser les chômeurs. Alors, il y a cette division, on va dire, sociale des catégories populaires qui fait marrer, comme tu dis, l'élite financière et l'élite argentée, mais il y a aussi une division géographique, on va dire, des catégories populaires. C'est ce dont parle François Ruffin, comme je disais tout à l'heure. En gros, son constat, c'est de dire, voilà, dans les métropoles, on a voté Jean-Luc Mélenchon, on est plutôt à gauche, ou on est vert d'ailleurs, à la fois dans les quartiers populaires des métropoles, mais aussi dans les centres-villes plus bourgeois. Alors que dans les campagnes, dans les bourgs, sur les ronds-points, la France des Gilets jaunes, en gros, bah elle est plutôt tentée de voter Marine Le Pen. Et c'est vrai que quand tu regardes, Roger Martelly a fait une étude des votes de la présidentielle et des législatives. Et c'est vrai que, en fait, plus tu descends dans la taille des villes, plus ça vote Marine Le Pen. Hein. Je le fais un peu caricaturalement, mais vraiment ça ressemble à ça. Comment est-ce qu'on résout ce problème-là? Est-ce que c'est, donc j'avais déjà posé la question à Ruffin la semaine dernière, mais est-ce que c'est un problème de méthode ou est-ce que c'est un problème de discours?
Bah, sûrement les deux. Déjà, faut prendre quelques précautions. Moi, je mets pas sur le même plan ce que dit François que ce que peut dire Fabien. Je pense que Fabien, il fait vraiment une faute. François, il avance des éléments de débat politique. Et je le dis parce que moi, j'estime que c'est une de nos forces aussi d'être divers dans la NUP, y compris au sein de la France insoumise ou autre. Moi-même, je fais parfois valoir ma diversité, donc je lui en veux pas en fait d'avancer des éléments. Après, par contre, dans la manière de faire, il y a des choses qui m'agacent. Je préfère le dire honnêtement, il y a des choses qui m'agacent. Par exemple, son livre nous dit, je vous écris en gros du front de la Somme. Moi, ce qui m'agace, c'est que j'aurais aimé l'entendre pendant l'élection présidentielle. Quel moment de conscientisation de masse, qu'on le veuille ou non, dans le pays. Et François, il aurait pu incarner ça. En fait, si tu veux, quand tu parles de fond de la Somme, quand on était sous la mitraille, chacun a son poste de combat. Moi, j'ai fait beaucoup de médias. Après, j'ai fait des meetings sur le milieu, fin de campagne, on va dire. En fait, moi, je l'attendais, François, pour être honnête. Parce que je sais que lui, il pouvait incarner ce truc-là assez fort chez les gens. Quand François il débarque dans une ville du périurbain, il peut te mettre 100, 150, 200 personnes dans une salle, et c'est pas juste pour le plaisir de mettre 150 personnes dans une salle, c'est que tu lances un collectif militant derrière, quand tu fais bien les choses. Et François, il rentre en campagne en mars-avril, en fait, quoi, tu vois. C'est tard. Et il a fait des meetings, hein, mais à un moment, je crois qu'en avril, il montre une carte de ses meetings, il n'y en a pas un seul en Picardie, par exemple. Dans le Nord, moi, je l'ai invité à Waterloo. Parce que je sentais bien qu'à Waterloo, tu vois, quelqu'un comme François, ça parle. Et les gens, ils me parlaient de François, tu vois. Même dans les porte-à-porte, ils disaient, ah, lui, je l'aime bien. Il n'est pas venu. Bon, moi, si tu veux, c'est pas grave, parce que tout le monde a sa vie aussi. Hein, je veux dire, il n'aurait pas pu faire toutes les bourgs de France. Mais tu vois, le côté, je vous écris du front de la Somme, alors qu'en réalité, dans la Picardie et dans le Nord, il n'y a pas eu d'animation militante de sa part. Moi, j'ai senti un peu d'abandon de ce côté-là, tu vois, et d'arriver après la présidentielle en me disant, on a raté ça, ça, ça. Enfin, il n'est pas le seul responsable, on va dire, Non, du non, discours de la non, France bien sûr. insoumise, ni il peut pas porter non plus la voix de tous les militants, Non, enfin, non, mais en fait, la force de tous les militants. et puis il a une vie, hein. Enfin, tu vois, je veux dire, moi c'est facile, j'ai pas d'enfant, je respecte ça, mais tu vois, quand tu fais le bilan de l'élection présidentielle, tu te dis qu'il a manqué une voix quand même de ce point de vue-là. Parce qu'en fait, on avait des voix diverses. Mais c'était le seul à pouvoir incarner ça dans la France Par insoumise. exemple, à Waterloo, tu vois, les figures qui incarnaient cette chose-là, bon, il y a Jean-Luc quand même qui parlait à l'électorat populaire, d'où qu'il soit. Adrien, Quatennens et François faisaient partie quand même de ces figures qui parlaient à cette France, parce que c'est leur langage, parce que c'est leur manière d'être, je sais pas. Mais en tout cas, il y a un truc qui faisait qu'il y avait une connexion. Qui est pas, moi, tu vois, par exemple, je sais très bien que la connexion se faisait plutôt avec un public urbain, on va dire. Même si de part et d'autre, mais je suis pas naïf sur aussi, des fois je peux avoir un discours clivant ou autre. Et je trouve que pendant la campagne, c'est ça qui a manqué en fait. C'est quelqu'un qui est en capacité de dire, bah, on va là. C'est-à-dire on impose, y compris à la campagne politique, d'aller là. Alors, ce qu'il dit, lui, c'est qu'il a essayé de le dire. Il le dit d'ailleurs dans l'interview que j'ai faite de lui la semaine dernière, il dit, moi j'ai dit à Jean-Luc Mélenchon, je lui ai dit en 2017, je lui ai redit en 2022, il faut que on ajuste un peu notre discours pour pouvoir parler à ces gens des campagnes, etc. Mais fais-le. Oui, mais fais-le, il l'a Bah, fait. Enfin, moi j'ai pas, alors on n'a pas tout à fait la même perception et la tienne est sûrement un peu plus aiguë que la mienne. Et moi j'ai pas l'impression que François Ruffin n'a pas fait campagne. D'ailleurs, sa réélection, et sa réélection très haut la main dans une. sa réélection aux législatives. Ouais. Oui, il a fait une campagne de fou. Mmh. Aux législatives. Mmh. Moi, je te parle de la Mais campagne attends, présidentielle. mais la campagne présidentielle, c'est Jean-Luc Mélenchon, hein. Enfin, je veux dire, le candidat. C'est pas François Ruffin. On avait un Parlement de l'Union populaire. Justement, on avait la capacité à se projeter partout sur le territoire. Et on s'est projeté partout sur le territoire. Alors, ok. Donc, je vais modifier un peu ma question. C'est qu'est-ce que représente François Ruffin, justement? Enfin, toi, tu dis, moi, je parle plutôt à des urbains. Enfin, j'ai plus de connexion avec les urbains. J'avais ça pendant la campagne, oui. Exactement. Ouais. Et jeunes. voilà. Et François Ruffin et Adrien Quatennens, eux, ils ont plutôt une connexion, comme tu dis, avec aussi la France des campagnes et des bourgs. Qu'est-ce que ça veut dire en fait cette connexion et genre qu'est-ce qu'il porte en fait de fondamentalement différent de toi? Parce que moi j'ai posé la question à d'autres insoumis et en gros ce qu'on m'a dit c'est d'une part tout le monde n'est pas d'accord sur le constat de dire qu'il y a un différentiel dans le vote entre les métropoles et les campagnes et deuxièmement c'est
Franchement, les gens dans les campagnes, ils votent Marine Le Pen, il y a rien à faire. On peut pas mettre notre effort militant là-dedans parce que, ils sont trop aujourd'hui identitairement à l'extrême droite. Et il vaut mieux mettre son effort stratégiquement, il vaut mieux mettre l'effort militant dans les aires métropolitaines parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir gagner. Moi, je suis pas. Moi, en fait, je pense que ta campagne politique, tu l'as fait partout. Tu vois. Je suis en train de relire, par exemple, Jules Gued, qui était député de Roubaix, grande époque ouvrière. Hein. Le gars, je crois je me demande s'il faisait, je sais pas combien il a fait de meetings politiques hors campagne, mais c'était un truc de fou, tu vois. Donc clairement, notre organisation, je pense qu'on doit se poser des questions de comment on se projette, y compris dans des territoires ruraux. En fait, c'est pas tant que c'est plus dur idéologiquement, c'est que c'est plus dur matériellement. Je pense que là, pour le coup, il y a un vrai débat. C'est que quand tu dois faire 150 km pour couvrir une circo rurale, c'est pas pareil que par exemple ma circonscription, qui est à la fois urbaine et à la fois un peu périurbaine, mais où il y a que 2 villes. Et 2 villes, en fait, tu quadrilles le terrain assez facilement quand tu as un bon réseau, un bon cercle militant qui a fait un travail de dingue d'ailleurs dans cette circonscription, parce qu'à Waterloo, on est passé devant le RN et tout. Mais clairement, là, il y a une question, mais qui est une question pour moi plus d'ordre pratique, parce que en fait, si tu veux, d'un point de vue idéologique, notre programme, il avait tout un panel de mesures où c'est pas vrai qu'il parlait pas aux classes, tu vois, Mais attends, populaires. et ces questions pratiques, je suis désolé, mais le Rassemblement national les a tout autant que vous. Ouais, mais lui, il milite à la télé. Hum. Ah ouais. Et vous militez aussi à la télé. Oui, Genre, surtout toi, venant de toi. oui, bien sûr. Mais je suis pas sur TF1, je suis pas sur. Hum. En fait, il n'y a pas que les chaînes d'infos en continu à la Hum. télé. Et c'est tout le problème d'ailleurs quand on parle, tu sais, de la question du travail, etc. Je pense que justement cette manière de dire la fierté au travail, de mettre le travail au centre de la question politique, à mon avis, est pas forcément le truc le plus positif. Parce que justement, la gauche, c'est aussi de considérer que, comme je t'ai dit, il n'y a pas que le travail dans la vie, et que les communes où le Rassemblement national il progresse, c'est aussi des communes où il n'y a plus de vie en commun. C'est-à-dire, en fait, tu n'as plus d'animation associative, tu n'as plus beaucoup d'espace pour faire du sport, de culture. François, il touche un peu du doigt, ça je pense que Fabien, il n'en parle pas, mais François, il est sensible quand même à cette question-là. Dans les bourgs, etc., en fait, les gens, ça a tendance à... Tu te replies sur ton cercle le plus proche, quoi. Et tu discutes plus, et tu ne touches plus... En fait, tu bosses comme un fou, et tu es très méritant de le faire, hein, mais tu bosses, tu rentres, tu es crevé, tu te mets devant la télé, et là, c'est cuit. Hum. Je pense que si on reste dans cette configuration-là, effectivement, on est cuit. Parce que on a beau avoir des marges de manœuvre dans les chaînes d'infos en continu, en vrai, on peut pas tout faire aussi à la télé, quoi. Et il y a un moment, il faut qu'on ait des éléments de campagne et des espaces de vie en commun. Hum. La grande force du PCF, c'était d'avoir des assos. C'est ça aussi le truc qu'on a tendance à oublier. Et aujourd'hui, ces assos-là, Des assos elles se sportives, font... culturelles, etc. Eh bien oui, Hum. mais elles sont en train de se faire carboniser. Tu as des mairies, moi, à Waterloo, le maire, en fait, tous ceux qui sont pas d'accord, ils coupent les têtes de toutes les assos où les gens ont voté LFI, quoi. Hum. Et ça se passe dans beaucoup de villes, parfois qui étaient anciennement socialistes aussi, c'est vrai, parfois anciennement communistes, parce que des fois c'est parti dans tous les sens, pas que. Mais tu vois, tout ce réseau-là, qui justement n'est pas un réseau orienté autour du salariat, mais autour de la vie culturelle, de la vie sportive, de la vie associative, ils sont en train de mourir. Et si on ne se demande pas comment on fait, nous, en tant que militants, pour recréer des espaces de solidarité, mais tu peux avoir le discours que tu veux. Hum. C'est cuit. Enfin, moi, je pense honnêtement, si tu considères qu'en fait, c'est à la télé et que c'est juste une question de mot d'ordre et de question de propagande, au sens noble du terme, mais de propagande, c'est mort. Hum. Il y a un moment, il faut qu'on se pose la question de comment on prend le pouvoir dans des villes, comment on exerce le pouvoir dans des villes, y compris dans des villes de taille moyenne, etc. Quelle est notre politique culturelle? Comment on fait pour sortir les gens uniquement de métro boulot dodo, en gros, ou de voiture boulot dodo? Enfin, c'est ça la question fondamentale à gauche. Sinon, si on accepte que l'individu soit juste un individu, quelqu'un qui produit dans la société, qui produit une masse économique, quoi, on est mort. Mmh. Les libéraux ils vont gagner ou les fachos ils vont gagner, mais nous on gagnera pas. Et c'est ça que je reproche un peu que ce soit à Fabien, à François, pas dans les mêmes proportions, mais c'est de mettre au centre la question de l'individu comme étant uniquement un individu productif. Mmh. Et pas de se dire, est-ce qu'il n'y a pas d'autre endroit dans la société que le salariat pour aller chercher les gens, pour leur proposer des choses. Et en plus, franchement, c'est pas vrai que les gens ils sont pas en demande de lien social. C'est pas vrai. Moi, j'y crois pas. Il y a plein de projets, plein d'assauts, plein de quartiers qui se bougent, que ce soit dans les bourgs comme dans les quartiers d'ailleurs, hein, de gens qui se bougent parce qu'ils veulent vivre en commun. À Roubaix, au quartier de l'Alma, tu vois, j'ai une asso de jeunes, zéro financement public, zéro. Ils font des barbecues, tout le quartier descend pour le faire.
Des espaces de vie en commun, tout le monde descend. Dans des bourgs, tu fais des fêtes du voisin, tu as des assos qui font des trucs comme ça, tout le monde vient. C'est là qu'on doit progresser aussi. C'est dans ces espaces-là. La fierté au travail, je comprends, mais c'est largement insuffisant, à mon sens. La question que tu poses, en fait, et d'ailleurs l'ébauche de propositions que tu fais, c'est très intéressant, c'est profondément stratégique. Et est-ce que, dans le cadre de la France insoumise, de la NUPES plus largement, de la gauche peut-être, est-ce que tu as des espaces, en fait, pour le discuter, pour en parler, parce que tu dis oui, on peut pas se contenter des mots d'ordre, il faut repenser, enfin tout ce que tu racontes là. Est-ce que tu le racontes autre part que ben là à Regard ou peut-être sur les plateaux télé ou éventuellement via des tweets ou des notes de blog, je sais pas. Est-ce que tu as un espace en fait pour que au bout d'un moment à la France insoumise ou dans la NUPES, bah il y ait je sais pas, à la fois un débat et ensuite ben une prise de décision stratégique ou est-ce que ça n'existe pas? En gros, je te pose la question qu'a posée Clémentine Autain dans sa note de blog fin août. On est en train de l'avoir parce qu'on a des journées parlementaires dans 10 jours Mhm. où toutes ces questions elles vont être abordées. On sort d'une élection présidentielle, si tu veux. C'est vrai qu'on a été dans un tunnel parce qu'il y a eu quand même un projet de loi qui est tombé où on a bossé, enfin objectivement, on y était de 8h à 2h du mat quasiment tous les jours. Donc c'est vrai qu'il n'y avait pas d'espace de délibération Mais démocratique. un parti politique ou même la gauche, enfin c'est pas que des députés. T'as raison. Donc là, clairement, il y a une question qui se pose, mais on va l'aborder. Et c'est vrai que moi, on a été dans une situation pendant longtemps où c'est vrai que les députés formaient le cœur en fait politique du groupe. Parce qu'on déjà, on n'avait jamais connu ça, nous, à l'AFI. Hein. On n'avait jamais connu ça. Maintenant, il y a la NUP. Moi, il y a des choses que j'ai. Franchement, moi, j'ai toujours une grande liberté, y compris de parole, parfois sur des sujets clivants, donc je vais pas me plaindre. Tu vois, sur l'imam Iqiyoussen, etc. En vrai, ça va, quoi, tu vois. Alors que je sais que bon, il y avait des débats quand même en interne. Mhm. Et on a des débats en interne toutes les semaines, on a des débats. Après, sur la question de la structuration interne et de ce que je dis sur. Oui, que vous soyez libre, c'est une chose, que après, Voilà. genre, il y a une position Ouais, actée, c'en mais est une autre. c'est en train d'avancer, et y compris au sein de la NUP, il faut qu'on fasse des choses. Tu vois, moi, il y a des choses que j'ai commencé à avancer dans le débat, que je vais continuer à faire. Je pense par exemple, tu vois, j'avais parlé de fait de pas recruter, de pas prendre au sérieux la question du recrutement des personnels politiques, c'est-à-dire des assistants parlementaires, etc. De pas considérer que c'est une question périphérique. Je vais la reposer. Je pense que la NUP, par exemple, elle a 4 ans pour se préparer aux élections municipales. Donc en fait, elle a 4 ans. Là, elle a le temps de pouvoir faire venir des jeunes, que ce soit des quartiers comme des bourgs ou tout ce que tu veux, mais des jeunes des classes populaires dans son entourage politique parce que ça manque. Voilà, ça c'est des questions que je vais poser, que je vais continuer à faire. On va voir si les espaces de débat. T'es en train de dire que ça va prendre mais... du temps. Ça peut pas se faire comme ça du jour au lendemain. Ouais, mais en plus, il y a aussi un truc qu'il faut prendre en compte, c'est que la NUP, on n'a pas tous les mêmes traditions militantes. L'AFI est un mouvement, c'est pas un parti politique. Le PCF est un parti plus classique. LV, ils sont décentralisés. Donc, tu vois, il y a quand même des modes de fonctionnement, des agendas qui sont pas les mêmes. Je veux dire, Mais est-ce que tu as l'impression que tout ça est en train de converger, enfin, ou pas forcément de converger, parce que chacun doit ou peut garder sa singularité, mais est-ce que tu as l'impression qu'on va vers quelque chose qui, au bout d'un moment, va ressembler à quelque chose d'uni, ou est-ce que, genre, au contraire, enfin, là, on est un peu en train de voir que c'est en train de prendre l'eau de tous les côtés. Quand on voit ce que dit Fabien Roussel ce week-end, qui est quand même le patron d'une des 4 composantes de la NUPES, on se dit à quoi ça ressemble la NUPES et tout le monde qui lui tombe dessus. Après, si tu veux, justement, moi je trouve que Fabien, il a montré qu'en vérité la NUP, elle savait se retrouver unie. Mais contre en fait, lui. il s'est isolé. Bah oui, mais ça c'est son choix aussi. Je veux dire, tu prends une décision hyper clivante, dont on peut pas faire semblant que ça n'existe pas non plus. D'ailleurs, en vérité, le vrai problème de cette déclaration, c'est pas qu'il y a un débat chez nous. C'est même pas forcément malsain qu'il y ait un débat. Tu vois, moi je veux pas dire que Roussel il est d'extrême droite ou autre. C'est pas mon sujet. C'est juste que, par contre, on a oublié qu'il y a des manifs qui arrivent là, 22, 29. Donc je le rappelle, 22, 29. Parce que le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup parlé pendant la fête de l'UMA du coup de ces sujets-là, qui, je pense, la fête de l'UMA sert à propulser aussi des dates de mobilisation. C'est là où je pense que Fabien il fait une erreur en fait, en tant que responsable de cet orga historique qui a cette responsabilité pendant la fête de l'UMA de mettre en avant ça. Bon, après, les médias s'en sont saisis allègrement aussi. Hein, je veux dire, Fabien, il n'est pas responsable de tout là-dedans. Je vois bien qu'il est responsable de droite et tout. Bon, hein, il attire. Donc, c'est le problème quand tu essayes à tout prix de te singulariser. Mais maintenant, moi, je pense plus que le risque, c'est pas tant, si tu veux,
je pense qu'à l'AFI, il faut qu'on arrive à avancer sur ça pour faire en sorte que ce ne soit pas que les cercles de pouvoir traditionnels qui soient dans la boucle. Mmh. Ça, c'est vrai qu'il y a une question là-dessus. Maintenant, honnêtement, c'est pas vrai qu'il n'y a pas d'espace de débat et qu'en fait, y compris quand tu es député, c'est pas vrai que tu n'as pas des marges de manœuvre. Parce qu'en fait, il y a aussi quelque chose qui arrive très souvent à LFI, c'est quand tu as décidé de faire un truc, on te laisse le faire, et quand tu vas au bout de ta démarche, en général, on t'aide. Voilà, enfin, je veux dire, il y a aussi ça. Quand tu as un projet un peu carré, en vrai, les camarades, ils sont pas là à te mettre des bâtons dans les roues, voire même, leur gars, il peut t'aider à financer des choses, des meetings, ce que tu veux, en fait. Donc, c'est pas vrai qu'il n'y a pas non plus rien, quoi. Voilà, moi, je suis pas d'accord avec ça. Maintenant, bah oui, il faut qu'on se pose des questions. Moi, je pense que, tu vois, ce que j'ai dit sur notre rapport aux assos, en fait, notre mouvement, qu'est-ce qu'il veut devenir, est-ce qu'il veut se solidifier ou pas. Et j'entends aussi les arguments qui disent on veut rester un mouvement. Hein. Mmh. Tu vois, moi, je suis plus d'une école où je suis comme Clémentine, je suis partagé parce que moi, mon engagement militant, c'est des partis, c'est des motions, c'est des congrès, et j'en ai marre des congrès. Je veux dire, j'ai vu aussi ce que ça faisait. C'était pas forcément plus démocratique d'ailleurs. Donc en fait, j'ai envie de solidifier la chose, mais je sais pas comment. Mmh. C'est mon problème. C'est pas le problème aujourd'hui des responsables de la France. C'est mon problème. C'est moi qui n'arrive pas à trouver la chose. Et je dis aussi un peu la chose à Clémentine. C'est quoi le fonctionnement alternatif que tu proposes dans ce cas-là? Donc je vais pas cracher en fait sur une organisation, je vais pas tirer sur une organisation. Je dis pas que Clémentine le fait, hein, mais je vais pas tirer sur une organisation alors que moi-même je suis dans cette difficulté-là. Mmh. Et qu'en vrai il y a plein de gens à la France Insoumise qui sont dans cette difficulté de très bien savoir ce qu'on ne veut plus, d'avoir du mal à définir ce qu'on veut faire. Mmh. Et ça c'est un travail que, tu vois, tant que moi j'aurais pas trouvé la réponse à ça, je vois pas pourquoi je critiquerais la FI parce qu'elle est trop gazeuse, etc. C'est mon problème avant tout. Bon, en gros, ce que tu dis, c'est que ça tâtonne, mais c'est en gros en marchant qu'on apprend. Et c'est tout Oui, mal qu'on alors se mette après, à la France Insoumise et à la NUPES. voilà. Apprendre en Après, marchant. faut qu'on se mette faut qu'on se fixe quand même quelques objectifs, ça c'est clair, mais ça on va en discuter bientôt. Mmh. Euh, Quel est le centre de décision? Euh, euh, qui sont les cadres de demain? Tu vois, moi je trouve que, enfin, en tout cas, c'est un des objectifs. Je pense qu'il faut qu'on s'appuie sur des cadres et qu'on forme nous-mêmes des jeunes issus des classes populaires. Quand je dis classe populaire, j'insiste, hein, c'est pas que les quartiers. C'est en fait, tu vois, les petits gars de la campagne, les petites meufs de la campagne, tu vois. Donc moi, ça c'est un objectif parce que si on se coupe de ça, on peut se notabiliser très vite. Mmh. Parce qu'on a un groupe de 70 députés et que c'est tellement confortable, si tu veux, et c'est tellement facile pour des jeunes qui sont issus de Sciences Po ou autres, parce qu'ils sont dans les réseaux, de savoir à quel moment, quand est-ce qu'il faut prendre contact, qu'est-ce qu'il faut dire quand tu postules, etc. Que voilà, moi j'ai souvent entendu, par exemple, quand j'ai dit qu'il fallait recruter des jeunes issus des classes populaires, j'ai souvent entendu le même argument, mais qui est pas faux. C'est dire ah ouais, mais c'est pas des militants. Et collaborateurs ou collaboratrices parlementaires, c'est un travail militant. Ce qui est vrai. Mmh. Mais là, ok, on était pris par l'urgence, mais là, on a 4 ans pour recruter des militants. Et si on le fait pas, par contre, clairement, si on recrute des classes sociales qui se ressemblent trop, je pense qu'au bout d'un moment, au bout du bout, on va se perdre. Et y compris dans notre propre recrutement, tu vois, les entourages parlementaires, chez nous, on vient souvent avoir des responsabilités politiques. Il faut qu'on se pose aussi cette question-là. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut faire? Mmh. Est-ce qu'on veut vraiment que les entourages parlementaires, à un moment, aient une sorte de rétribution du militantisme qui soit basée sur leur proximité avec des élus? Moi c'est à ce niveau-là, je pense que je pense qu'il faut qu'on avance dans la réflexion et qu'on se fixe certaines limites, sinon on va devenir un mouvement beaucoup trop consanguin. Mais bon, voilà, si tu vois, je ne vais pas freiner dans la réflexion là-dessus, hein, et puis moi-même, tu vois, y compris moi, j'ai mes contradictions, etc. Et chacun, moi je pense que si chacun avance comme ça, de manière honnête, en mettant sur la table voilà, les désaccords, et ça me dérange pas hein, de le faire de manière publique, bon, pas non plus que ça tourne, tu vois. Mmh. Au pugilat. Ouais, mais par exemple, la manière dont le pose François est pas non plus, si tu veux, Oui, une c'est pas un trahison, règlement de quoi, compte. tu vois, voilà. Même si des fois c'est un peu maladroit ou autre, et il y a des choses qui peuvent, comme je t'ai dit, un peu m'irriter, mais ça va, quoi, tu vois, on va s'en remettre. Mmh. Faut juste pas que ça tourne en n'importe quoi. Mais bon, à part Fabien qui
qui est un peu parti, tu vois, sur un truc un peu solitaire. Oui, puis lui, sûrement, En vrai, stratégiquement, il a d'autres objectifs. j'en sais rien. Hmm. Mais c'est pas grave, parce que tu vois, moi, en fait, en vrai, à Roubaix, à Waterloo, les communistes, on se parle. Hein. Hmm. Je veux dire, il y a un barbecue bientôt d'ailleurs. Je vais y aller. Parfait. Non, Bon, on va finir sur cette note de barbecue annoncée. j'irai avec plaisir, parce que voilà. Bon, bah, merci beaucoup, David. Merci à toi.